Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, votre rendez-vous avec Michel Onfray et l'équipe de Front Populaire, une émission qui vous explique l'actualité autrement, d'un point de vue souverainiste, en se posant toujours la question de la France en priorité. Aujourd'hui, on va parler de transhumanisme, le nouveau meilleur des mondes qui est sans doute la promesse du pire meilleur des mondes, suivant la formule de Front Populaire. C'est le thème de notre revue, actuellement en kiosque, c'est le thème de notre émission du jour. Nous sommes en compagnie, ça tombe bien, de Michel Onfray bien sûr, et nous retrouvons Maxime Le Nagard, rédacteur en chef de la revue et de frontpopulaire.fr. Notre invité est Marc Unayadi, prof de philosophie à l'université de Louvain, spécialiste des problèmes d'éthique et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, Le temps du post-humanisme aux belles lettres et Le second âge de l'individu chez PUF. Nous allons nous demander aujourd'hui si l'homme ne va pas devenir esclave de la machine. Maxime Le Nagard, on voit bien les dangers pour Homo sapiens, c'est-à-dire les hommes que nous sommes, que représente l'homme augmenté de la technique, de l'intelligence artificielle, du croisement finalement entre l'homme et la machine, que serait le cyborg. Mais l'homme ne s'est-il pas toujours transformé grâce à la technique? C'est un de vos articles d'ailleurs dans la revue. Eh bien, si effectivement, en tout cas dans une certaine mesure, l'homme s'invente lui-même par la technique. C'était d'ailleurs une thèse d'un privilégié du paléo-anthropologue André Leroy-Gourand dans les années 70 environ. Thèse selon laquelle l'hominisation est une technogénèse. Alors le terme est un peu compliqué. C'est-à-dire que le cerveau humain, d'une certaine manière, s'adapte en partie aux outils qu'il invente. Et donc que si l'homme crée la technique transforme en partie l'homme. Attention, ça ne veut pas dire que l'homme peut se créer lui-même ex nihilo à l'infini. Ça s'appelle l'hyperconstructivisme et ça mène souvent au délire wokiste contemporain quand on pense qu'on peut changer 12 fois de sexe. Non, en revanche, l'homme a la particularité d'être un animal déspécialisé dont l'outil qui prolonge sa main, symbole de la technique, permet de multiples spécialisations. C'est ce que nous racontait déjà le mythe de Prométhée chez les Grecs. Par ailleurs, il faut rappeler et rapporter aux auditeurs cette distinction intéressante que fait le philosophe des sciences Olivier Rey entre technique et technologie. Dans son régime premier, la technique, donc la techné des Grecs, représente un ensemble de savoir-faire à une échelle humaine transmis de génération en génération. Avec la modernité et l'avènement de la technoscience, où il n'est plus question de contempler le monde mais de le transformer, c'est la technologie qui va peu à peu s'imposer. Alors que la technique procède d'un rapport empirique au réel et direct, la technologie procède d'un rapport abstrait au réel. La différence est assez flagrante dans le rapport que l'on entretient chacun avec les objets du quotidien. L'homme peut maîtriser de bout en bout une technique particulière, alors que s'il peut se servir de la technologie, bien souvent il ne la maîtrise pas. Personne ici par exemple ne veut précisément expliquer comment fonctionne techniquement son téléphone. Il y a comme une perte de contrôle dans la technologie. En ce sens, le transhumanisme pourrait représenter une perte de contrôle définitive. Alors ça pose quand même, je vais demander tout de suite à Michel d'intervenir, mais notre invité a traité d'un sujet qui est cette question de la neutralité de la technique dans Front Populaire. Marc Unayadi, est-ce qu'on peut dire qu'il y a toujours des choix de société finalement derrière la technologie que nous utilisons au quotidien ? Absolument, c'est la raison pour laquelle je pense que la thèse qu'on entend encore souvent de la neutralité de la technique, selon laquelle la technique serait neutre et ce serait que l'usage qu'on en fait qui pourrait être bonne ou mauvaise, cette thèse est non seulement stupide, mais je crois réellement dangereuse. Heidegger disait à ce propos, c'est quand nous considérons la technique comme quelque chose de neutre que nous lui sommes livrés de la pire des façons. Et je pense que sur ce point, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que dans cette thèse de la neutralité de la technique, on confond en fait deux choses. On confond l'indétermination de la technique, c'est-à-dire le fait qu'effectivement un couteau de cuisine peut servir à découper son beefsteak ou à trancher la gorge de son voisin. Ça, c'est la thèse de l'indétermination et la thèse de la neutralité. On confond les deux choses. En réalité, la technique n'est jamais neutre parce que la technique, depuis la première hache, si vous voulez, vous évoquiez tout à l'heure Leroy-Gourand, fort à propos. Leroy-Gourand montre bien que si on trouve des ossements, lui il était paléontologue, donc si on trouve des ossements dont on n'arrive pas à les distinguer de l'ossement du singe ou d'un homme, eh bien, en fait, le critère le plus sûr qu'on a affaire à des humains, c'est la pierre de silex taillée. C'est donc l'outil. Et donc, depuis cette première hache, en fait, la technique instaure un certain rapport au monde. Elle instaure un certain rapport au monde. Donc, elle est absolument pas neutre. Absolument. Alors, Michel, vous, dans le cas présent du transhumanisme, là, on voit bien, encore peut-être de façon plus criante, que la technique n'est vraiment pas neutre.
Oui, alors moi je m'inscris en faux avec cette idée, je suis un tenant de la thèse stupide et idiote de la neutralité de la technique. D'abord, je ne souscris pas à cette idée que technique, technologie, ce serait distinct comme c'est distingué. Je crois que la technique, on sait ce que c'est, un art particulier, la technologie c'est le discours sur la technique, donc technologie que vient faire le logos. Donc on peut pas dire la technologie c'est un certain type de technique. Non, c'est un discours tenu sur la technique. Alors l'époque est à la confusion verbale, mentale, etc. Donc on utilise la technologie au lieu de la technique, mais la technique n'est pas la technologie. La technique est une chose et penser la technique c'est entrer dans le domaine de la technologie. Mais bon, personnellement je ne souscris pas à cette confusion des langues, mais quand on estime que ce sont deux concepts semblables d'une certaine manière avec une évolution qui les distingue, je ne peux pas dire cette chose-là, souscrire à cette chose-là. Par ailleurs, je pense effectivement que moi je ne suis pas un disciple ou de Leroi-Gourhan ou quelqu'un qui estime que Leroi-Gourhan est une grande figure. C'est un structuraliste et en tant que tel, il est dépassé depuis très longtemps et les analyses de Leroi-Gourhan sont très anciennes et je ne les ferai pas miennes. Je serai pour le coup tenant plutôt d'une évolution de l'élan vital sur le principe de Bergson et je pense effectivement qu'il est écrit qu'il y a un certain type d'évolution et que peut-être même la disparition de l'homme est inscrite dans l'homme lui-même. C'est-à-dire que dès que naît un homme, eh bien, il est écrit qu'il disparaîtra. Je pense que l'homme en tant que tel, avec un H majuscule, doit disparaître également et que c'est écrit dans son programme d'une certaine manière. Je persiste à croire que si, en ce sens, je suis plutôt disciple de Marcuse, qu'effectivement on peut faire un certain usage de la technique et pas de la technologie et qu'il y a un usage libérateur. Je persiste à croire que quand ma mère allait au lavoir et que l'hiver elle lavait le linge dans l'eau glacée de la dive, de la rivière qui traverse mon village et qu'un jour on lui a apporté une technique nouvelle qui était celle de la machine à laver, elle ne s'est pas trouvée asservie par la machine. D'un seul coup, Heidegger ou pas Heidegger, elle s'est trouvée un peu libérée. Et ça a été exactement la même chose quand elle n'a plus à faire le feu dans la cheminée et qu'elle a eu ou d'allumer une chandelle ou d'une lampe à pétrole et qu'il lui a suffi d'appuyer sur un bouton pour disposer de l'électricité. Je pense que cette opposition heideggerienne à la technique est problématique. Et je pense vraiment qu'on peut faire un usage particulier. Marc a bien utilisé l'image du couteau avec lequel on peut peler une pomme ou égorger son voisin. La distinction est bien faite qu'on peut éventuellement libérer les hommes avec la technique si on en fait un usage particulier. Je renvoie à Marcuse, à l'homme unidimensionnel, à Eros et civilisation. C'est-à-dire la machine peut libérer les hommes, mais elle peut aussi les asservir. Et je crois vraiment que en tant que tel, le téléphone portable est une chose formidable et que on voit mal aujourd'hui comme on pourrait vivre sans, mais que maintenant un certain usage hystérique psychopathologique du téléphone portable est problématique. Moi j'ai un téléphone portable, personne n'en connaît la sonnerie et je ne me suis jamais mis à hurler ma vie dans un compartiment de chemin de fer pour raconter ce que j'étais en train de faire, ce que j'étais en train de manger ou je ne sais quoi. Donc je vais pas incriminer le téléphone, j'incrimine le téléphoneur, si je puis me permettre l'expression, le téléphonage pour utiliser le mot de Marcel Proust. Et donc en ce sens technique, je me résume, technique n'est pas technologie, la technologie n'est pas un certain type d'évolution de la technique d'une part, et d'autre part, vive la technique qui permet par exemple aux femmes de ne pas avoir à laver les couches dans la rivière et à pouvoir utiliser une machine à laver, éventuellement un sèche-linge. Je ne crois pas qu'on ait asservi les femmes parce qu'on leur a offert la gazinière, la cuisinière, la machine à laver, l'aspirateur et ce genre de choses. Maintenant, vivre pour n'avoir que des aspirateurs, etc., la chanson de Boris Vian, effectivement, c'est pas la meilleure des choses. Mais l'exemple des femmes est un très bon exemple. Effectivement, cette technique est libératrice. Mais donc, elle n'est pas neutre dans son rapport au monde. C'est bien ce que je dis. Donc, en fait, vous confirmez ce que j'entends. C'est-à-dire que instaurer un rapport soit asservissant, soit libérateur, c'est dans tous les cas instaurer un certain type de rapport au monde via le médium technique. C'est pourquoi la technique n'est jamais neutre. Alors, dans un instant, on va revenir sur le transhumanisme et reprendre un peu notre dossier à la base. C'est finalement quel est exactement le projet des transhumanistes. Est-ce que c'est une nouvelle machine à gouverner, une nouvelle religion, Maxime nous en parlera, ou simplement un programme scientifique? On se pose cette question tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, nous parlons de
la civilisation qui vient, celle du transhumanisme. Vous savez, l'intelligence artificielle, les cyborgs, ChatGPT-5, vous entendez parler de tout ça. Bref, cet homme augmenté qui arrive et nous nous demandons si l'homme est encore libre quand la machine le dominera. C'est le thème de la revue de Front Populaire et ça tombe bien puisque nous sommes avec Michel Onfray, Maxime Le Nagard, le rédacteur en chef, et notre invité est Marc Hunyadi, professeur de philosophie à l'Université de Louvain, spécialiste des problèmes d'éthique et auteur de nombreux ouvrages sur la question. Nous nous demandions à l'instant quel est le projet des transhumanistes et qui sont les transhumanismes. Maxime Le Nagard, est-ce que le transhumanisme peut être assimilé à une nouvelle religion ? En un certain sens, oui. C'est d'ailleurs une idée qui est acceptée à la fois par les technophiles et les technocritiques. Ceux qui critiquent le transhumanisme et ceux qui sont plutôt favorables. Ils sont souvent en désaccord sur tous ces gens-là, mais sur ça, ils sont relativement en accord. Laurent Alexandre, par exemple, il voit un nouveau paradigme religieux, je le cite, et je le cite à nouveau, une véritable religion 3.0, et d'autres auteurs plus sceptiques, comme Jean-Gabriel Ganassia ou Olivier Rey, que je citais tout à l'heure, eux, ils y voient une nouvelle forme de gnosticisme. Alors, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que le gnosticisme ? Alors, le gnosticisme est un courant considéré comme hérétique par les chrétiens qui est apparu au 2e et 3e siècle, qui promouvait un dualisme entre le monde matériel considéré comme mauvais et le monde spirituel divin. Et pour les gnostiques, le monde, vous allez voir le rapport avec le transhumanisme évidemment, oui. Pour les gnostiques, le monde matériel est une prison et le salut se conçoit comme un affranchissement complet de l'esprit de sa prison charnelle grâce à la connaissance cachée qu'ils appelaient la gnose, d'où le gnosticisme. En somme, le salut passe par l'excarnation, donc la sortie du corps naturel, soit exactement ce que propose le transhumanisme, qui fait correspondre l'âme finalement à un ensemble de données immatérielles, les data, et entend également s'émanciper du corps humain via par exemple ce qu'on appelle le mind uploading, en anglais le téléchargement de l'esprit, même si ça reste relativement une fiction pour le moment. Par ailleurs, chez beaucoup d'auteurs, l'aspect messianique du transhumanisme, cette rédemption par l'hybridation, fait assez peu de doute. Notamment, c'est assez flagrant chez le prêtre jésuite Teilhard de Chardin, qui a beaucoup influencé les transhumanistes et qui lui voyait dans la technique une façon de se reconnecter avec Dieu dans un immense cloud cosmique. Il appelait ça le point oméga. Alors pour vous, Michel, le transhumanisme, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça s'assimile à une nouvelle religion ? C'est simplement un nouveau pas dans le progrès ou tout à fait encore autre chose ? Écoutez, il y a une époque où on gardait le bateau de Thésée comme une relique. Simplement, ce bateau, il était en train de s'abîmer régulièrement et on a commencé à enlever une latte, puis 2 lattes, puis 3 lattes, etc. Enfin, je sais pas si on appelle ça des lattes, il doit y avoir un mot technique chez les constructeurs, chez les charpentiers de marine. Mais il y a un moment donné où on a supprimé le dernier morceau de bois original du bateau de Thésée. Et la question est, à partir de quand ce bateau de Thésée a-t-il cessé d'être le bateau de Thésée ? À partir du moment où on a commencé à mettre une latte, on me permettra le mot, si l'on veut, la première latte, la date qui fait que la latte du milieu, c'est-à-dire la moitié plus une, ou la dernière, etc. Et donc j'ai posé la question dans un livre jadis qui s'appelait Féeries anatomiques en disant mais nous changeons l'homme, non pas quand on ajoute un stent par exemple, non pas quand on met une valve cardiaque, non pas quand on ne perd pas non plus son identité. Si j'ai un doigt de moins, un bras en moins, une jambe en moins, je reste toujours Michel Onfray. Si on met un nouveau cœur, même chose. Si on me greffe un certain nombre d'organes, etc. Je cesse d'être moi-même quand on touche à mon cerveau. Et je pense que le transhumanisme, en tant qu'il rentre dans cette logique de l'amélioration du corps humain, c'est-à-dire vous avez mal à la tête, vous prenez un cachet d'aspirine, on est déjà dans une logique transhumaniste. Il s'agit de faire de telle sorte qu'on fasse reculer le négatif, la négativité, et que on attaque le mal. Il y a juste un moment donné où on vous dit ce qui fait votre identité, le dernier rempart de votre identité, c'est-à-dire le cerveau, on va y toucher désormais. Ouais. Et on va le pucer, c'est le projet de Neuralink et d'Elon Musk, et on va pouvoir télécharger dans votre cerveau un certain nombre de choses, on va pouvoir décharger même votre cerveau d'un certain nombre de choses, parce qu'on va numériser les informations qui s'y trouvent. Et je pense que là, effectivement, on passe à un stade supérieur qu'on peut nommer le transhumanisme, parce que ce qui était l'homme, le bateau de Thésée, d'une certaine manière, cesse d'être l'homme. On a quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. C'est le projet du transhumanisme, un certain homme augmenté. Voilà, alors, finalement c'est le bricolage à l'intérieur du cerveau humain qui nous fait changer de civilisation presque. Oui, on franchit certainement un seuil avec ça, mais je ne suis pas d'accord avec cette vision des transhumanistes ou des posthumanistes. Pour une raison toute simple, c'est une objection qu'on me fait souvent quand je fais une conférence sur les posthumanistes. On me dit mais vous l'êtes déjà puisque vous portez des lunettes. C'est une façon d'améliorer la vue, de corriger votre déficience. Eh bien pas du tout. Je pense pas du tout que les outils ni même les médicaments que nous utilisons soient trans ou post-humanistes par nature. Le post-humanisme, c'est un projet de société. C'est ça la grande différence. C'est pas la volonté d'améliorer tel ou tel individu
par des moyens techniques, c'est la volonté de technologiser intégralement la société. On peut se demander de quoi le post-humanisme est-il l'utopie ? Alors, je ne pense pas du tout que ce soit une utopie de l'homme, parce qu'au contraire, il s'agit de sortir d'une certaine manière de notre humanité, comme l'indique le mot post-humanisme. Ce n'est pas non plus une utopie de la technologie, parce que, au fond, toutes les technologies qu'ils veulent mobiliser, elles existent déjà. Je crois très fondamentalement que c'est une utopie du marché. C'est une utopie du marché. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est pouvoir marchandiser, réifier, comme le dirait Michel Onfray, réifier, marchandiser jusqu'à la dernière brique du vivant. C'est ça leur utopie. Et d'ailleurs, je signale que ces post-humanistes, ceux qui mènent vraiment ce mouvement, on trouve très très peu de scientifiques du vivant. Ce sont tous des géants du numérique, ce sont tous des industriels du numérique qui n'ont strictement rien à voir, qui n'ont jamais mis les pieds dans un laboratoire du vivant et qui ne savent pas comment ça marche. Ce sont des gens qui n'arrêtent pas de nous parler de vie, de mort, de maladie, de prolongation de l'existence, etc. et qui n'ont strictement aucune idée de comment fonctionne le vivant. Mais j'ai l'impression que Michel, vous n'allez pas être en désaccord avec ce que vient de nous dire Marc Wignadi. Ah non, pas du tout. Non. Là, sur ce sujet, on est complètement d'accord. Je pense, oui, que on peut décider, comme Marc le fait, que le post-humanisme, c'est le début de la marchandisation. Mais on peut toujours faire une généalogie du début. On peut toujours faire des généalogies du commencement. C'est-à-dire qu'avant le commencement, il y avait déjà des commencements. Et ce qui commence le commencement, c'est effectivement le fait qu'on ait envie de contrarier le projet de la nature. Et si Marc, je ne sais pas de quoi il souffre, de presbytie, moi j'ai des problèmes particuliers avec mes yeux aussi, j'ai des lunettes, là je les ai enlevées pour pouvoir vous voir de près, et de fait on corrige la nature. Et à un moment donné, quand j'ai fait l'éloge d'un certain type d'eugénisme, je me disais, mais mon frère par exemple est diabétique, l'idée qu'on puisse sélectionner dans ce spermatozoïde ce qui aurait évité de transmettre le diabète à ses enfants, j'étais pas contre. Je pensais effectivement qu'il y avait un eugénisme pour le coup, parce que je crois à la neutralité de l'eugénisme. Ça dépend pour le coup ce qu'on veut lui faire faire. Si on veut fabriquer des grands blonds aux yeux bleus ou très intelligents, je ne sais quoi, alors là pour le coup on est dans un eugénisme racial ou racialiste ou élitiste ou élitaire. C'est pas exactement la même chose que de dire nous faisons de telle sorte que la nature qui aura décidé d'un cancer, d'une presbytie, d'une myopie ou je ne sais quoi puisse être contrariée avec des médicaments, des instruments, une technique d'une certaine manière, une technique pharmaceutique, une technique médicamenteuse ou je ne sais quoi. Mais Marc a raison, c'est vrai qu'il y a un projet de société dans cette aventure. Alors le fait est que précédemment ces gens-là faisaient de l'argent, le marché s'en était emparé, mais l'idée qu'une société puisse être produite à partir de ça, de fait c'est nouveau. C'est ce que stigmatisait Huxley dans le meilleur des mondes, mais de fait il y a aujourd'hui des gens qui sont preneurs de ce genre d'idéologie, qui devient une idéologie de substitution au totalitarisme du XXe siècle. Il y a eu des eugénismes racialistes, il y a eu des eugénismes même marxistes-léninistes, je dirais. Il y a aujourd'hui un eugénisme libéral, il y a un eugénisme transhumaniste qui nous dit voilà comment on peut organiser différemment la société. Et de fait, la crainte, elle est à rechercher ici, bien sûr. Alors, on parle très souvent d'Elon Musk, mais quels sont les autres, je serais tenté de dire, quels sont les autres pontes transhumanistes? On les connaît mal, ils se montrent peu, ils donnent peu d'interviews, donc il faut aller chercher du côté évidemment de la Silicon Valley, majoritairement, mais on imagine aussi qu'en Chine, il doit y avoir des transhumanistes. Le grand pape en fait, du transhumanisme, il est quand même bien connu, c'est Raymond Kurzweil, qui est en même temps que chef de cette mouvance, j'allais dire de cette secte, mais enfin, voilà, de cette mouvance, il est en même temps ingénieur en chef chez Google, depuis 2012. D'accord. Donc, vous voyez, donc j'entends, c'est pas un hasard. Donc, il faut absolument penser ces deux choses ensemble. C'est pour ça que n'est-ce pas, ils font avancer ce discours post-humaniste pour nous accoutumer. Et au fond, Google est une vaste entreprise d'accoutumance à la technologie, puisque jour après jour, ils nous inondent de telles applications, de telles nouveautés, etc. C'est une façon de nous accoutumer à ce que eux ont véritablement en vue, c'est-à-dire la technologisation intégrale, non seulement de l'humain comme individu, mais de la société en tant que telle. Et j'y vois aussi un projet politique de dépolitiser la société. C'est-à-dire que voilà, donc vous voyez, de traiter, de gérer la société comme un problème technique, comme voilà, c'est une gestion technique de la société, une sorte de pilotage, mise en pilotage automatique. Vous aussi, Michel, vous croyez à cette idée que derrière une forme de neutralité politique de ces gens-là, il y a donc ce projet finalement de
de faire table rase de tous ceux qui pourraient s'opposer à eux, c'est-à-dire avoir une appréhension politique de la société, pas simplement une appréhension technologique. Non, il n'y a pas de neutralité politique chez ces gens-là, ce sont des libertariens. Ce sont des gens qui, de manière très avouée, sont des libertariens. Ils estiment qu'il faut le moins d'État possible, voire plus du tout possible. Un libéral dit le moins d'État possible, un libertarien dit plus du tout d'État. Laissez faire les gens, et puis ça ira très bien comme ça. Il y a une espèce de pureté du libéralisme originel qui consiste à dire qu'il y a une espèce d'homéostasie du monde. Laissez faire, et tout se passera bien. Et on sait très bien, moi je souscris à l'analyse de Marx sur ce sujet-là, c'est-à-dire que le libéralisme génère la paupérisation. Donc la société que ces gens-là veulent est une société élitiste, élitaire, aristocratique, qui va produire un certain nombre d'esclaves, de gens qui ne seront pas sélectionnés par les gens des GAFAM, qui choisiront les leurs. On sait très bien que les patrons des GAFAM interdisent à leurs enfants d'avoir des tablettes, d'avoir des téléphones portables, parce qu'ils savent bien que cette technique-là est la technique qui permet d'entrer dans le cerveau des gens, et ils se disent non, on va préserver nos enfants, parce que de fait, ils veulent se réserver le salut. Et si c'est une religion très élitaire et très élitiste, elle n'est pas du tout universelle, elle n'est pas du tout globale. Ces gens-là disent on a de quoi acheter le monde. L'homme le plus riche du monde, qu'est Elon Musk, peut s'offrir la Tour Eiffel s'il le souhaite. Il peut s'offrir l'Arc de Triomphe. Si c'est à vendre, il achète. Et qu'est-ce qu'il pourrait vouloir hein, quand vous pouvez tout acheter? Il veut ne pas mourir. Il veut ne pas vieillir. Il veut ne pas souffrir. Et il dit je suis acheteur de mon immortalité. Bossez donc sur ce sujet. Il fait bosser effectivement, Marc a raison, des ingénieurs, des gens des GAFAM, et puis il a dit débrouillez-vous, moi je veux vivre 1000 ans. Et quelqu'un comme Laurent Alexandre dit dans la salle, quand il fait une conférence dans la salle, il y a des gens qui sont susceptibles de vivre aujourd'hui 1000 ans, il va falloir attendre pas très longtemps, mais ça va se passer. Et puis il le dit aussi très précisément, c'est dommage qu'il ne soit pas là pour répondre, mais enfin il le dit très précisément, il dit qu'il y a des gens qu'on va sélectionner, et ceux-là, évidemment, on va augmenter leur potentiel et on va leur donner l'éternité, et puis les gilets jaunes, qu'ils aillent se faire voir. S'ils sont gilets jaunes d'ailleurs, c'est qu'ils sont déjà des ratés, et on va pas sauver les ratés. Il y a une espèce d'eugénisme terrible qui consiste à dire, un darwinisme social qui consiste à dire la société qui vous a sauvé, qui vous a aidé et qui est dans l'assistanat, cette société, il faut l'arrêter, on n'a pas besoin d'avoir des assistés, il faut laisser faire les intelligences, et ce sont ces intelligences qui vont créer une humanité nouvelle. Alors, dans un instant, vous reprendrez, Marc, si vous le voulez bien, sur cette idée qu'il va y avoir des sacrifiés dans cette révolution transhumaniste, et on va se demander dans un instant aussi si l'intelligence artificielle et donc l'exploitation de la data ne va pas nous conduire tout simplement à une société de surveillance. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, nous parlons de la civilisation qui vient, celle du transhumanisme. Vous savez, l'intelligence artificielle, les cyborgs, ChatGPT-5, tout ce dont on vous parle en ce moment où vous ne comprenez d'ailleurs pas toujours l'essentiel. Bref, cet homme augmenté, et nous nous demandons si l'homme ne va pas devenir esclave de ces technologies. C'est le thème de la revue Front Populaire, et ça tombe bien puisque nous sommes avec Michel Onfray, Maxime Le Nagar, et notre invité est Marc Hunyadi, qui est professeur à l'Université de Louvain, spécialiste des problèmes d'éthique, et je le disais tout à l'heure, auteur de 2 ouvrages qui ont fait autorité, Le temps du post-humanisme aux belles lettres et Le second âge de l'individu chez PUF. Alors justement, Marc, vous vouliez réagir. Michel Onfray disait que ce virage transhumaniste allait faire des sacrifiés, qu'il y avait des vies inutiles désormais. Je voulais juste insérer une phrase selon laquelle effectivement on pouvait imaginer une nouvelle lutte des classes entre les régénérés et les dégénérés. Ah oui, c'est pas mal. Vous aimez cette définition, les régénérés et les dégénérés, Michel? C'est évidemment ironique. Oui. C'est ironique, mais en même temps c'est très juste, c'est fort juste, parce qu'effectivement, quand j'avais fait un peu dans un livre qui s'appelle Anima, la généalogie de ce projet-là, qu'on trouve chez les Lumières, hein, ce sont les philosophes des Lumières, des gens comme Condorcet, ou comme Diderot, ou comme Maupertuis, qui ont pensé ces choses-là. Ils imaginaient effectivement qu'il fallait régénérer l'homme. Je rappelle que c'est un vieux projet, le projet transhumaniste d'une certaine manière, et qu'on le trouve dès 1793 chez les Jacobins, qui ont écrit des textes qu'évidemment on ne sort jamais, parce que ces textes-là on n'en parle pas, il faut absolument nimber ces gens-là d'une espèce d'auréole en disant ce sont des saints de la laïcité, de la République, etc. Mais il y a chez Diderot, chez Maupertuis ou chez Condorcet des pages terribles où il est question de régénérer. Il y a quand même aussi un moment donné où on pose la question juive, comme on disait à l'époque, en termes de régénérescence aussi. Donc si il faut régénérer, c'est qu'on a des dégénérés. Ouais. Donc il y a effectivement, moi le mot me convient très bien parce qu'effectivement il y a une charge
probablement polémique, enfin qui peut être du moins polémique, mais il y a une vraie charge épistémologique ou de vérité, c'est-à-dire il y a des hommes dégénérés, la Révolution française vient les régénérer, l'homme nouveau que propose le jacobinisme à partir de 1793, on imagine qu'on peut effectivement l'augmenter, on imagine même qu'on peut associer des singes et des hommes, je le rappelle, ça se trouve chez Diderot, ça se trouve chez Condorcet, donc des progressistes, comme on dirait aujourd'hui, des gens de gauche, pour utiliser les expressions du jour, sont des gens qui nous disent qu'il faudrait augmenter l'homme et qu'il faudrait aller voir dans cette direction-là. C'est-à-dire de la même manière que le colonialisme est une invention de la gauche, on pourrait dire que le transhumanisme est aussi une invention de la gauche et qu'elle s'enracine dans la philosophie des Lumières. Alors, il n'a pas l'air d'accord, Marc. Je ne suis pas d'accord sur ce point pour une raison assez simple, c'est que, en fait, l'homme des Lumières, l'homme nouveau des Lumières, devait correspondre à un certain idéal d'humanité, c'est-à-dire d'un homme vraiment affranchi par le savoir, émancipé par le savoir, et donc en fait on avait par-vers soi un idéal vers lequel tendre. Or, les posthumanistes, c'est pas du tout le cas. Les posthumanistes argumentent sur le fait qu'ils veulent ajouter une liberté fondamentale à l'individu, cette liberté fondamentale étant celle de s'augmenter. Donc leur problème, c'est pas du tout l'homme nouveau, l'homme régénéré au sens des Lumières, c'est plutôt l'homme libéral. Usons de ce droit de s'améliorer s'il en a les moyens, naturellement, parce qu'il faut, je répète encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est une utopie du marché. Donc de ce point de vue-là, j'entends bien le parallèle que fait Michel. Oui, c'est quand même l'homme nouveau du 21e siècle, c'est ça que voulait dire Michel. Oui, mais cet homme nouveau est strictement individualiste et en ce sens libéral et, comme il l'a dit justement, libertarien. D'accord. Alors, je veux quand même ajouter quelque chose, parce que moi j'ai longtemps cru ça tant que je me suis contenté des définitions du Lagarde-et-Michard. C'est-à-dire que quand le Lagarde-et-Michard taille dans les œuvres complètes des textes pour nous expliquer que l'homme des Lumières c'est ceci, c'est cela, donc c'est Rousseau, c'est Voltaire, c'est Montesquieu, etc., tout ça est fort sympathique. Et puis quand on fait soi-même le travail, on se dit tiens, dans le Lagarde-et-Michard, il n'y a pas Lamétrie, il n'y a pas d'Holbach, il n'y a pas Helvétius, puis il n'y a pas non plus Maupertuis, enfin voilà des philosophes dont on ne parle jamais. Vraiment jamais. C'est-à-dire, il faut vraiment aller chercher très précisément et lire ces textes qu'on ne trouve d'ailleurs plus. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une maison où il n'y avait pas de bibliothèque, avec un ordinateur, et d'aller chercher Gallica. C'est-à-dire d'aller chercher sur le net des livres qui sont disponibles parce qu'ils sont numérisés. Et j'ai lu des textes que sinon je n'aurais jamais lus. Parce que moi aussi, je me serais contenté de ma bibliothèque dans laquelle il y a du Lagarde-et-Michard augmenté, je dirais. Simplement, quand on va voir des livres qui n'ont pas été réédités depuis, comme Maupertuis, et qu'on se met à lire des pages qu'on n'arrive pas à comprendre tellement elles dépassent l'entendement, on se dit, mais il écrit bien ça, je dois comprendre ce genre de choses. Et on se dit, mais je l'avais pas vu. J'ai lu Condorcet, l'esquisse d'un progrès historique de l'esprit humain, et dans le 10e tableau, par exemple, je n'avais pas vu, quand je l'avais lu, j'ai repris mes notes, j'avais écrit, j'avais bien pris les notes correctement, sauf que mon entendement ne saisissait pas ce que Condorcet voulait dire, parce que je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse aspirer à fabriquer des haras humains en disant que ce serait le progrès, que c'est ce qui adviendrait. Je vous accorde ça. J'en profite pour confesser que j'ai été biberonné au Lagarde-et-Michard, mais enfin depuis, j'ai quand même lu d'autres choses. Et en fait, ce que j'avais en tête aussi, c'était Kant, quand même. Alors attendez, parce que là vous savez que vous on peut rentrer dans des débats techniques. Voilà, non, mais j'ai envie de dire que la discussion est d'un très grand niveau ce matin sur Sud Radio. Mais je voulais revenir à ça. Il faudra qu'on refasse ça, juste deux mots, parce que le qu'est-ce que les Lumières de Kant, c'est quand même faites un usage privé de votre raison, mais pas un usage public. C'est pas non plus ce qu'on dit habituellement quand on enseigne Kant. Ouais. C'est-à-dire en gros, pensez ce que vous voulez, mais fermez-la. C'est ce que dit quand même. Vous simplifiez, Michel. Vous simplifiez. Ah non. J'ai le même individu ce texte. Non. Le même individu. J'ai fait ce qu'on appelait un master. On appelait ça un master à l'époque et j'ai fait ma maîtrise là-dessus. Bon. Alors écoutez, pardonnez-moi, je voudrais qu'on revienne à la société de surveillance parce que c'est ce que permet quand même le transhumanisme dans sa dimension intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins que la capacité augmentée du cerveau à traiter l'information et évidemment c'est l'irruption et son utilisation pour traiter des données à grande échelle et on le voit, la technologie permet le marquage à grande échelle. Je voulais, Maxime Le Lagarde, que vous nous rappeliez que pendant la crise Covid, par exemple en Chine, on a vu se multiplier ces systèmes de surveillance à grande échelle qui étaient uniquement possibles que par l'exploitation des big data. À grande échelle, oui Stéphane, et pas uniquement en Chine. La grande échelle, en fait, c'est ce qu'on appelle la surveillance de masse, une surveillance rendue possible par l'IA. Il faut d'abord comprendre que la surveillance de masse représente un renversement de paradigme par rapport à la conception classique du renseignement. Le renseignement de type policier avant consistait à cibler des personnes et à les surveiller directement. Maintenant, on surveille tout le monde
en espérant toucher indirectement des personnes dangereuses. Ce tournant, en fait, date d'avant le Covid. Il a eu lieu, celui de la surveillance de masse, il a eu lieu à partir des attentats du 11 septembre, en fait, aux USA. Il s'est peu à peu propagé dans le monde. Et certains estiment justement que grâce à l'IA, cette surveillance de masse n'a techniquement plus aucune limite. C'est le cas de Guilhem Giraud, qui est un ancien ingénieur de la DST, direction du territoire, qu'on appelle aujourd'hui la DGSI, qui a écrit un livre l'année dernière qui s'appelle Confidence d'un agent de renseignement français, et il explique qu'on aurait tort justement d'opposer par principe les régimes autoritaires, comme c'est le cas de la Chine, aux démocraties libérales occidentales en la matière, car si l'IA permet souvent de réprimer les opposants dans le premier type de régime, dans le second, les gouvernements sont tentés de mettre en place ce qu'ils appellent des solutions techniques. C'est ce qu'on a eu pendant le Covid, les QR codes, tout le monde s'en souvient. Et il alerte également sur les capacités de nos smartphones et des GAFAM à prendre en main nos données privées. Et justement, quand vous avez autant de données privées sur autant de monde, il faut des outils pour les traiter. C'est ainsi que la DGSI, justement, s'est dotée du logiciel Palantir, version Gotham, en l'occurrence en 2015, après la vague d'attentats islamistes. Palantir Gotham est un logiciel du groupe Palantir Technologies, groupe qui nous vient de la Silicon Valley, en l'occurrence de Peter Thiel, lui-même grand gourou du transhumanisme, ce qui, en plus de poser des questions d'éthique, pose évidemment des problèmes de cybersécurité et donc de souveraineté en dernière instance. Oui, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, et là je voudrais vos avis éclairés, messieurs les philosophes, je voudrais dire que tout simplement, ça va être très compliqué de renverser la table dans ce type de société, puisque il n'y aura pas grand-chose qui échappera à la vigilance. C'est le principe même du capitalisme de surveillance, de ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. Surveillance, pourquoi? Parce que, tout simplement, il enregistre toutes nos données comportementales, y compris donc celles qui, en quelque sorte, échappent à notre conscience. Quand on parle de données comportementales, c'est pas juste les données qu'on met sur Internet en donnant son nom, etc. C'est aussi la manière dont nous tapotons sur le clavier, le temps que nous passons sur tel ou tel site. Tout ça est enregistré et forme le capitalisme de surveillance. C'est une des choses, d'ailleurs, qui est fondamentalement nouvelle dans l'outil numérique. C'est-à-dire que chaque outil, chaque dispositif numérique que nous utilisons, vous et moi, obéit à une double finalité. Et ça, c'est radicalement nouveau dans l'histoire de la technique, si vous voulez. Double finalité, parce qu'il y a d'une part la finalité pour laquelle vous utilisez votre dispositif, regardez la météo, que sais-je, et la finalité du système qui, lui, vous instrumentalise, vous, parce que, en fait, il aspire vos données pour que le système fonctionne bien. Si le système fonctionne bien, c'est parce qu'il aspire, par ailleurs, les données. Donc, il y a cette double finalité. C'est la première fois qu'on fait ça dans l'histoire de la technique. Et justement, j'ai envie de demander à Michel, est-ce que ça veut dire que l'on vit nos derniers instants, est-ce que Homo sapiens vit ses derniers instants de liberté? Oh, ça fait un petit moment que c'est déjà fini, cette liberté-là. C'est vrai que toutes les informations que nous donnons sont plus qu'ajoutées. C'est ça le travail de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est pas juste une addition, c'est une espèce de transcendance de l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces informations et on finit par avoir de vous un portrait qui permet de savoir ce que vous serez. Qui vous êtes, mais ce que vous serez aussi. Et on peut influencer celui que vous êtes, parce qu'après, il faut fabriquer l'opinion. Il faut faire de telle sorte qu'on puisse vous mettre dans la tête, pas encore avec le puçage, parce que là, au moins, ce serait très clair, mais qu'on vous mette dans la tête qu'il y a des bonnes idées, des mauvaises idées, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et donc, je pense que nous y sommes à des degrés différents. Nous sommes dans une démocratie illibérale. On le sait très bien. Enfin, moi, je suis interdit de service public, par exemple. Je peux pas imaginer que des services publics qui interdisent des intellectuels de parole puissent donner des leçons à des démocraties populaires, comme on dit, comme la Chine, qui elles installent clairement un dispositif totalitaire. Donc nous y sommes déjà. Simplement, il y a un totalitarisme courtois, pour utiliser l'expression d'Huxley. Il y a un totalitarisme courtois chez nous qui fait que nous sommes dans une servitude volontaire. En fait, toutes ces informations-là, nous les donnons par téléphone, nous les donnons avec notre ordinateur. Alors il y a des choses qu'on ne peut plus faire. L'idée de payer en liquide un billet de train sur papier qu'on pourrait présenter après l'avoir acheté à un guichet, aujourd'hui, ça n'est plus possible. On a un traçage qui nous contraint aujourd'hui. Mais il y a un moment donné où il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, par exemple, je suis pas sur les comptes, sur les réseaux sociaux. Ça fait autant d'informations en moins. Donc c'est les votre gens sont équipe dans une qui est sur logique les réseaux sociaux. Oui, c'est pas exactement la même chose. C'est pas moi. Et donc, ce sont pas mes mots. Et même si ce sont des amis, mais moi personnellement, je ne donne pas d'informations me concernant, d'images de mes vacances, de mes amis, de mes dîners, de ce genre de choses. Donc il y a quelque chose de particulier dans la servitude volontaire. Il y a toujours en Chine, par exemple, il y avait dans la Russie soviétique ou dans le nazisme un fascisme casqué, armé et botté. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout comme ça. Ce sont juste des gens qui disent je vous apporte ma liberté.
je vous l'offre comme une tête de Jean-Baptiste décapité. Je vous offre ma liberté innocemment, ce que disait Marc tout à l'heure. Vous allez chercher la météo qui va faire aujourd'hui. Vous avez envie de je sais pas quoi, d'acheter un livre sur Internet. Vous avez envie de vous faire livrer des sushis ou je ne sais quoi. Et tout ça contribue à un marquage qui devient politique quand c'est nécessaire. Absolument. On va avoir avec les Jeux Olympiques, on vous dira la sécurité des Jeux Olympiques en France, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc vous n'allez quand même pas être contre la reconnaissance faciale qui va permettre d'empêcher que des bombes puissent exploser. On va dire bah oui, évidemment, cheval de Troie. Ouais. On va toujours dire bah oui, c'est au nom de l'évitement de la catastrophe qu'on fait avancer la catastrophe. Mais on la fait quand même avancer. Et puis après, ce sera partout la reconnaissance faciale. Et puis il y a des gens qui simplement, en zoomant sur votre visage, sauront qui vous êtes, ce que vous faites, où vous allez, d'où vous venez, etc., etc. Ouais. On a vu ces images terribles du Covid pendant le Covid en Chine, de gens qui se faisaient interpeller par des drones et on les appelait en disant monsieur machin, vous êtes en train de traverser la route, vous ne devez pas, vous ceci cela, puis après vous avez des points sociaux, on vous interdit ceci, on vous autorise cela. On se souvient de tout ça. Ouais. C'est ce vers quoi nous allons bien sûr. Ouais. Et bien justement dans un instant, on va se demander si on peut encore faire échouer cet avènement de l'homme augmenté, de la science qui nous contrôle, ou si c'est parfaitement inéluctable. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, nous parlons du thème de la revue Front Populaire, le thème de ce numéro qui est le transhumanisme, le nouveau ou le pire meilleur des mondes. Eh bien, c'est celui qui vient, qui s'appelle le transhumanisme, vous le savez à présent. Et nous nous demandons si l'homme va être décidément moins libre et si nous vivons nos dernières décennies de liberté. Au début de cette émission, on expliquait que l'homme avait toujours avancé avec le progrès technique, mais cette fois, si le progrès technique va amener à toucher à ce qui compose le cerveau humain, donc toucher à ce que l'homme a de plus sensible, je voulais demander à Michel Onfray, n'est-ce pas, est-ce que c'est cela qui différencie ce progrès des autres progrès, comme l'invention de la vapeur ou de l'électricité, c'est que cette fois, on va toucher sur ce qui fait l'unicité de l'homme, c'est-à-dire son cerveau. On l'a un peu dit tout à l'heure, mais je voudrais que vous le reprécisiez. Oui, je l'ai même beaucoup dit, parce que j'ai dit que c'était ce qui faisait l'identité, et que quand on commençait à toucher à l'identité, alors effectivement, on changeait l'humanité. Mais j'avais écrit un livre au moment du Covid en disant que la leçon du vitalisme, ça reste quand même ça, c'est-à-dire que tout ce qui est, naît, croît, décroît et disparaît, et que ce virus connaîtra ce schéma-là. Je crois qu'il en va de toutes choses, y compris des civilisations, y compris de l'homme. Je crois que notre mort est inscrite dans nos gènes et que nous allons disparaître. Alors, il n'est pas forcément écrit que nous allons disparaître de telle manière, puisqu'on a la possibilité de survivre. Quelqu'un comme Elon Musk nous dit on va pouvoir survivre, il va falloir qu'on change tout. Le corps, le cœur, le cerveau, l'âme, on va pucer, mais en même temps, on va utiliser SpaceX qui nous permettra de quitter cette humanité. On va vivre dans des stations spatiales ou sur d'autres planètes. Il y a des exoplanètes, il y a aujourd'hui des astrophysiciens très sérieux qui nous parlent de civilisation extraterrestre. Donc il faut prendre toutes ces choses-là en considération. Et dans un grand projet civilisationnel, moi j'aime d'ailleurs les grandes pensées civilisationnelles, Hegel par exemple, qui pense en termes de civilisation, eh bien ces civilisations locales et planétaires ont disparu et vont laisser place à une civilisation universelle et totale, avant peut-être extinction et disparition au profit d'une nouvelle civilisation qui, elle, pour le coup, n'aura pas grand-chose à voir avec la nôtre. Mais de fait, le cerveau n'aura plus grand-chose à voir non plus avec cet ancien organe dont nous utilisons les fonctions aujourd'hui à l'instant. Alors Marc Ognadi, je rappelle que vous êtes l'auteur du second âge de l'individu chez PUF qui traite de ces questions précisément. Est-ce qu'il est possible, selon vous, de freiner ce progrès, entre guillemets progrès, ou alors de l'encadrer, peut-être par une certaine éthique, bref, d'arriver à une éthique qui serait compatible avec les chimères transhumanistes? Ça vous paraît possible ou pas? Le problème politique fondamental que ça pose, éthique et politique fondamentale que ça pose, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas équipés pour faire face à ce type de problème. Parce que, en fait, toute notre architecture morale et politique, si vous voulez, est centrée autour des droits individuels. D'ailleurs, dans ces textes normatifs, l'Union européenne, qui vraiment génère énormément de textes sur le numérique, l'intelligence artificielle, etc., est entièrement centrée sur les droits individuels, et même plus précisément sur le marché. Le souci permanent de l'Union européenne, c'est d'assurer un marché équitable, des pratiques correctes, justement avec la marchandisation des données, etc., et la libre concurrence. Voilà l'horizon sur lequel travaille l'Europe. Eh bien, je pense que la politique des droits individuels et la politique de la libre concurrence ne sont pas des bons leviers
pour affronter les défis auxquels nous soumettent ces techniques de l'esprit ou ces technologies de l'esprit que sont ChatGPT, etc. On est absolument, impuissant parce que sous-équipé parce que focalisé sur les droits individuels. Vous voyez, on pourrait respecter parfaitement tous les droits individuels et numériser entièrement notre vie sociale. Vous voyez, dans le respect des droits individuels. Alors Maxime, est-ce qu'il y a dans l'histoire de l'humanité un moment où l'homme a renoncé à jouer avec le feu du progrès technique? Est-ce qu'il y a une loi qui nous renseigne à ce sujet? Je crois que c'est la loi de Gabor. Oui, c'est la loi de Gabor. Alors c'est une loi avec des guillemets, hein, bien sûr, elle n'a pas prétention à la scientificité. Disons que c'est une remarque à caractère prophétique qui a été formulée par Denis Gabor, prix Nobel de physique hongrois, qu'on classe d'ailleurs généralement lui-même parmi les critiques de la technique, et qui dit, je le cite, « Ce qui peut être fait techniquement le sera nécessairement ». Fin de citation. En d'autres termes, il n'y aurait pas d'exemple durable d'un progrès technique qui aurait été abandonné au nom d'une conception supérieure du monde. On peut tenter de réguler, d'encadrer. Au bout du compte, la nouveauté technique s'impose en dernier ressort. La loi de Gabor est une variation sur un thème qui a été développé par beaucoup d'auteurs. Par exemple, Friedrich Jünger, qui était le frère cadet d'Ernst Jünger, l'écrivain d'Orage d'acier, pour qui le trait fondamental de la technique, c'est que tout ce qui est techniquement concrétisable sera concrétisé. Vous voyez que c'est la même chose. Jacques Ellul, évidemment, grand technocritique, dit à peu près la même chose dans La technique ou l'enjeu du siècle en 1954. Notez que cette loi de Gabor est utilisée par les critiques de la technique pour mettre en garde justement contre ses implications tragiques supposées, mais aussi par les transhumanistes qui voient justement ce qu'on appelle l'argument de l'inévitabilité. C'est ce que dit finalement Laurent Alexandre, hein. Il dit en substance, vous pouvez désapprouver, condamner moralement tout ce que vous voulez geindre, cela arrivera parce qu'il ne peut pas en être autrement. L'homme augmenté sera inévitablement en fait dès lors qu'il deviendra possible en droit. Notez d'ailleurs, et pour conclure, que cet argument place le transhumanisme sur un terrain anti-politique ou post-politique, c'est ce que disait Marc tout à l'heure, hein, puisqu'il suppose finalement que le monde technologique qui modèle les sociétés s'impose de lui-même et échappe à la délibération collective. Il n'y a pas eu de référendum pour savoir s'il fallait faire une bombe thermonucléaire, hein, par exemple, tout le monde est d'accord. On en revient finalement toujours à la maxime rabelaisienne que cite souvent Michel Onfray, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui, Michel, on a quand même eu l'impression qu'à une période de l'histoire, les religions permettaient de freiner ce qui déplaisait dans l'évolution, ce qui déplaisait, qui était un peu trop rapide pour l'homme. Est-ce que je me trompe en disant ça ? Non, parce que je crois qu'effectivement, une spiritualité pourrait s'opposer à ça. Ce sont, c'est ce que disait Marc, les puissances de l'argent terribles. Terrible. Qu'est-ce qu'on peut opposer à l'argent, si ce n'est les tanks, les chars, mais ça n'est ni possible ni pensable. On ne peut pas envoyer des chars contre le wokisme, contre le politiquement correct ou contre le transhumanisme, ça n'a aucun sens. Il faudrait une puissance spirituelle. Et pour les trois monothéismes, on ne voit pas que, par exemple, le judaïsme, le christianisme ou l'islam puissent s'y opposer, alors qu'ils auraient des raisons. Je pense que quand on va voir du côté de certains penseurs juifs, par exemple, ils sont très opposés. Et ça va même très loin dans le politiquement incorrect, je dirais. C'est exactement la même chose avec l'islam. Alors, comme c'est pas politiquement correct, on n'en parle pas beaucoup, mais en même temps, vous avez des rabbins qui sont très intégristes sur ce sujet en Israël, pendant que dans des laboratoires en Israël, on travaille à ces projets-là en même temps. Donc, il y a de l'argent à se faire, il y a du business, il y a du capital et du capitalisme, et donc on ne lutte pas facilement contre ce genre de puissance. Et il y a en revanche aucune idéologie alternative, d'une spiritualité qui dirait non, vous n'allez pas faire ce genre de choses. C'est pas Poutine qui va prendre la tête d'une résistance à ce genre de choses. On fait des procréations médicalement assistées en Russie. On en faisait beaucoup en Ukraine. C'était d'ailleurs un pays leader sur le terrain. Donc je crois effectivement que ça ne manquera pas d'arriver parce que je reviens à l'instinct vital à l'élan vital, de Bergson. C'est le mouvement de l'être, le mouvement de ce qui est, et c'est une phase nécessaire. On pourra s'opposer de manière romantique, un peu dandy, je dirais, en disant mais restons un peu à l'ancienne, enfin du moins moi je préfère à l'ancienne, faire fonctionner mon cerveau à l'ancienne, pendant que des jeunes diront enfin tout ça c'est un truc de vieux con, il faut être de son temps, et puis quand on sera de son temps, on aura préparé un avenir qui fait que les jeunes devenus vieux s'entendront dire par les jeunes qui sont devenus des vieux cons. C'est le mouvement du monde. Inéluctable alors, Marc? Non, je ne le pense pas, je ne l'espère pas. Ah bon? Non, oui, je pense que le discours catastrophiste est au fond l'envers du discours prométhéen. C'est ça qui me gêne. Catastrophiste ou tragique? Parce qu'on parle du futur au futur, en quelque sorte, alors que le futur est conditionnel. Trois choses. Une politique de l'éducation, pas seulement scolaire, hein, une nouvelle éducation, d'un nouveau rapport au monde, une nouvelle ouverture de l'esprit plutôt que d'être enfermé dans son cockpit numérique.
Deuxièmement, des institutions, ça me semble très important, faire une institution qui soit à la hauteur des GAFAM, qui puisse agir à leur hauteur, n'est-ce pas, ce que nous n'avons pas actuellement. Et troisièmement, je propose une mesure symbolique qui me semblerait extrêmement à la fois importante et, bien que symbolique, efficace, c'est de déclarer l'esprit humain patrimoine commun de l'humanité, comme on l'a fait pour les fonds marins. On ne peut pas se satisfaire de la privatisation de l'esprit que sont en train de mener à bien les GAFAM, profitant de notre impuissance politique. Il y a quelque chose d'assez... Vous avez entendu, ça nous a fait sourire quand même, de vouloir déclarer l'esprit humain un peu comme les fonds marins, patrimoine de l'humanité. Vous y croyez ou c'est une belle intention, Michel ? Je crois que la baguette de pain est aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça n'empêche pas de bouffer des saloperies dans la boulangerie. Je pense qu'on peut rêver. On peut dire, moi je trouve que le programme est formidable, mais qui pour le réaliser ? Parce que sur le papier, il faudrait un homme providentiel, et puis on devrait, alors effectivement, on change l'humanité, on change l'éducation nationale, on change la culture, on demande aux patrons des GAFAM de devenir gentils, on demande au capitalisme de mettre sa formidable puissance de frappe au service de l'humanisme, etc. Oui, d'accord, mais qui va faire ça ? Quel homme politique pour les prochaines présidentielles en France, par exemple. Oui, c'est ça. C'est malheureusement un sujet qui n'est pas débattu. Voilà. Mais vous savez, les droits de l'homme ont été proclamés en 1948 au sortir de la guerre. Je ne désespère pas de voir une catastrophe arriver, une catastrophe numérique qui nous fera voir comme une évidence que l'esprit humain doit être déclaré patrimoine commun. On finira là-dessus. Dans un instant, on parle auto sur Sud Radio avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Et puis, vous le savez, Sud Radio est la radio de la Coupe du Monde de rugby en ce moment. Et toute l'équipe rugby de Sud vous attend tout à l'heure en direct depuis le château de l'Hospitalet Beach à Narbonne pour 4 heures d'émission rugby de 17h à 21h. Vous y êtes les bienvenus, avec plaisir, dit-on. Et bien sûr, tous les matchs de la Coupe du Monde, ce soir, notamment un alléchant Irlande-Tonga au programme. Enfin, rendez-vous pour nous sur les réseaux sociaux de Sud Radio et sur la chaîne YouTube pour écouter l'heure libre avec nos invités et Michel Onfray. Merci, c'est tout de suite, on parle auto. Sud Radio, l'heure libre, Stéphane Simon, Michel Onfray.